La bande dessinée, telle que je la pratique, a tous les avantages et pas d'inconvénients par rapport à l'architecture, puisque en fait, je présente des visions de villes du futur, c'est mon domaine, mais sans m'occuper exactement comment la circulation se fait, comment les gens y vivent exactement. Et plus c'est foutraque, mieux c'est. En général, dans une ville du futur, si ce n'est que impeccable alignement de perspective, etc., c'est pas mon boulot, je sais pas dessiner ça. Donc j'ai horreur de dessiner des trucs très droits, très propres, très clean, etc. Par contre, plus ça peut chahuter, plus ça peut être une architecture compliquée, où je m'inspire d'ailleurs de toutes les genres que je connais à peu près, que j'ai à peu près en documentation ici, c'est des coupoles, puis des arcades, des ruines, des machins. Et ce qui compte, c'est que ça ait l'air réel et que mes personnages trouvent leur chemin dans ce dédale. Donc c'est vrai que je suis, par rapport à l'architecte, totalement irresponsable. Je dirais que quand même la ville est une source d'inspiration dans certains épisodes de Valérian, mais depuis 42 ans qu'on a fait Valérian, Christin et moi, on a raconté beaucoup d'histoires qui se passaient et dans des villes, bien sûr, du futur, et très lointaines, et extraterrestres, etc., mais aussi dans d'autres paysages, donc ce n'est pas obligatoirement. C'est quand même intéressant, c'est là où les choses se nouent, c'est toujours dans un centre de ville qui soit en profondeur, en largeur, ou sur le haut d'un rocher, ou sur le haut d'une montagne, quoi. Ça, c'est encore une fois le plaisir et la charge, la responsabilité du dessinateur de poser les choses le plus loin possible, avec le fait, et j'en oubliais une, que notre ville la plus importante, c'est celle qui est dans le cosmos, c'est Point Central, qui est un agglomérat de civilisations extraterrestres différentes. C'est un ONU de l'espace. Donc là-dedans, les règles du jeu sont très compliquées, mais c'est formidable parce qu'on passe de cellule en cellule, avec les interdictions, avec des changements de pesanteur, de gravité, des ascenseurs d'espèces de liquide bizarroïde qui ressemble, on dirait, aux lampes des années 70 avec des effets huileux, etc. Je m'amuse beaucoup. Tout ça, n'est pas étudié pour la réalité de l'histoire, puisque la réalité de l'histoire, c'est que nos personnages y sont, et il va se passer ça. Donc c'est vrai, et c'est à nous de montrer la richesse du contexte. Point Central apparaît précisément dans L'Ambassadeur des Ombres en 1974-75. C'est-à-dire que c'était déjà lorsque les histoires de Valérian commençaient à prendre forme. Ça faisait pas encore 10 ans qu'on avait créer Valérian, puisque Valérian date de 67, mais on commençait à sentir nos marques, et c'est là où l'idée du scénariste, puisque c'est évidemment comme pour une pièce de théâtre, comme pour un film, on part d'un scénario, et Pierre m'avait proposé que on allait faire un truc très extraterrestre, où justement on allait être confronté pour la première fois à non seulement pas une ou deux peuplades étrangères par rapport à nos deux terriens qu'on a toujours avec nous, mais au contraire des civilisations entières. Je crois que la ville idéale, on devrait s'y emmerder. Et d'ailleurs, on l'a annoncé dès la toute première histoire, Galaxity, empire terrien, d'après le cataclysme qu'on allait découvrir, en fait est une cité parfaite, et les gens ne font que de rêver, peut-être pour échapper à une vie trop parfaite, trop ordonnée, etc. Ça, on l'a fait en 2 pages dans la toute première histoire, et après, Galaxity, ma foi, disparaît pour beaucoup d'épisodes. Donc, le côté parfait, on a résolu ça déjà, on n'en veut pas, et ce qui compte, c'est justement, c'est la richesse, c'est l'opposition, c'est le mélange des races extraterrestres, des habitudes, tout le monde a des bonnes raisons de magouiller, de trafiquer ou de s'affronter, mais ce n'est jamais des situations de violence absolue, ni réglées par la violence, mais au contraire par la négociation, ce qui permet de découvrir des personnages
dans une galerie de portraits assez réjouissant, qui apporte, je crois, la spécificité des récits de Valérian. Je prends aussi bien des cités grecques, des ruines de cités grecques, des ruines de grands paysagistes romantiques du XVIIe siècle, des trucs chinois bouddhistes, des pagodes, des temples, des ruines mayas. Je prends absolument tout ce qui se passe et je les transforme peu à peu pour en faire mon univers à moi. C'est-à-dire qu'encore une fois, et je n'ai aucune responsabilité importante à dire, mais tu as dessiné un temple machin, donc les gens qui habitent dedans devraient être des comme ça. Tout le monde peut avoir, ça peut être les chingouzes qui sortent du temple maya, ça n'a aucune importance. Mais encore une fois, ce qui compte, c'est la cohésion dans le récit, des ambiances, et je dirais, plus les styles se cohabitent et s'affrontent en même temps, plus la richesse des images est forte. Mais j'ai pillé, je pense, aussi bien Frank Lloyd Wright pour certains bâtiments en équilibre, mais très vite, c'est ce qui a vieilli le plus dans mes Valérians des premières époques, c'est quand je m'inspirais de quelque chose qui avait un peu vaguement qui a une existence. Puis, me suis dégagé de ces influences précisément pour ne trouver que des idées de labyrinthe, mais une coquille de, je ne sais plus le nom de ce coquillage très, très connu avec des particules partout, etc. C'est un merveilleux itinéraire dans une cité, quelque part dans une galaxie, quoi, par exemple. Donc c'est vrai qu'il faut faire absolument feu de tout bois pour créer des ambiances différentes. Les coquillages m'ont beaucoup servi aussi de forme pour évoquer des dômes, des trucs comme ça. Mais c'est pas le coquillage précisément. Je regarde un bouquin de coquillage parce que c'est magnifique. Puis, je sais plus, Pierre m'avait donné à un moment une cité qui s'enfonçait dans les sables continuellement. Comment dessiner une cité qui s'enfonce en dessin fixe, c'est pas en dessin animé. Je me suis posé des problèmes pour montrer simplement des strates qui descendaient et comme des traces sur le sable, comme des reflets dans l'eau, quoi. Enfin, heureusement que c'est dit aussi au-dessus de l'image, mais ce qu'il faut là, on rentrait dans un domaine complètement extraterrestre. Donc pas de référence, pas de colonne, pas d'ordre dorique, de cariatides, des choses comme ça, quoi. Et puis j'adore justement, alors là, des décors d'opéra, des décors tout à fait 19e siècle, le Grand Palais m'a beaucoup inspiré, j'ai fait 25 000 grands palais de toutes les architectures parce que j'adore ça, et parce qu'on y voit des grandes verrières, et dans ces verrières, on peut voir le début de la ville ou de l'habitation qu'il y a là, et après j'y inclus mes images qui continue la narration. Enfin, il y a une espèce de jeu dedans-dehors qui est marrant à faire. Ce qui était marrant, là, c'est du travail de commande par rapport à un livre, un album de bande dessinée, où c'est carrément le tandem Christin-Mézières lancé sur un nouveau projet. Là, il y avait un scénario qui existait déjà, qui était un gros pavé de une bonne centaine de pages, sinon plus. Et la ville était très précisément nommée, c'était New York au 23e ou 24e siècle, je ne me souviens plus de la date. Et là-dessus, il y avait très peu d'indications de ce que serait cette ville, ce New York du futur. Sauf que moi, justement, et par rapport à Besson, qui était un vieux lecteur de Valérian, j'avais mes antécédents, c'est-à-dire que j'avais déjà noyé New York dans La Cité des eaux mouvantes, il y a la toute premier album de Valérian. Donc j'avais proposé, avec le chef décorateur d'Anne Veil, qui est devenu un très bon ami, qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. On a regardé évidemment des photos de New York, je connaissais bien New York, lui aussi. Et on a commencé à se dire, ce serait marrant de faire un New York contraire gigantesque, en haut et en bas, c'est-à-dire garder une espèce de New York
ce qu'on reconnaît plus ou moins, parce que ceux qui l'ont vu ou qui l'ont vu à la télévision, au cinéma, etc., tout le monde connaît New York, peut l'identifier tout de suite, et en disant, on monte très haut par-dessus les gratte-ciels et on creuse très fort avec des passerelles, avec des métros express. J'ai commencé à dessiner des métros express en haut et en bas, et en vertical et en horizontal. Et puis, dans tout ça, c'était un foisonnement qui prenait sa richesse et sa force, justement, par le fait qu'il y avait des circulations dans tous les sens. Et il se trouvait aussi que lorsque j'ai commencé à travailler pour le cinquième élément, j'ai interrompu ma production d'un album de Valérian que je commençais à dessiner, qui s'appelait Les Cercles du Pouvoir. Et dans cet album précisément, qui était un album très urbain, comparément à d'autres albums qui ne l'étaient pas du tout, là, Pierre m'avait donné dès le début une description de disant Laureline rencontre un chauffeur de taxi volant, un vieux taxi pourri, ou plus pourri que les taxis du Bronx, quoi. Référence évidemment qui tombait à pile lorsque, dans mes paysages de New York pour Besson, j'ai dessiné des taxis volants, comme ça, qui n'avaient rien à faire dans son scénario, puisque le héros était ouvrier dans une usine de fusées. Mais le père Besson, quand il a vu mes paysages avec les petits taxis volants, il dit oh, ils sont marrants tes petits taxis là. Et la production du film a continué, je lui ai fait quelques croquis de taxi, etc. Mais rien ne changeait, on continuait sur le scénario. Et le film prenait d'un coup un sacré coup de ralenti, parce que c'était la production qui traînait des pattes, vu que le coût de fabrication d'un film avec des maquettes, des décors, des effets spéciaux comme ça, allait en explosant. Et Besson avait des contacts aux États-Unis et il a complètement arrêté la production de notre travail à Paris sur le cinquième élément. Et il est parti à New York tourner Léon. Alors à New York, il a vu beaucoup de taxis volants, pas encore volants, mais presque. Il a vu beaucoup de taxis jaunes, il a vu beaucoup de grands immeubles. Et surtout, il a fait un film qui a très bien marché aux États-Unis. Les producteurs américains sont arrivés en disant « Bon, allez, feu vert pour votre film de science-fiction ». Besson a ramassé tous les dessins que j'avais faits et aussi l'album que je venais de terminer, parce que moi, ça y est, j'étais au chômage de cinéma pendant plus d'un an, et donc j'ai terminé l'album Les Cercles du Pouvoir que je lui ai envoyé à New York. Et sur la couverture de l'album, on voit le taxi volant en premier plan, donc il s'est dit, les taxis volants, c'est pas une mauvaise idée, ça. Ce qui était très agréable de travailler avec Besson, c'est qu'il avait son histoire à lui dans son scénario, et il faisait son marché, puisqu'il avait engagé 10 dessinateurs sur le projet. Möbius et moi, je venais quand même assez souvent, Möbius est venu très peu finalement sur le film, et il y avait d'autres dessinateurs qui étaient là tous les jours pendant toute une année entière, et chacun proposait des idées, chacun à sa manière, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de ligne directrice, sauf évidemment on n'allait pas faire des huttes hawaïennes à Manhattan, mais autrement tout était très libre de conception, et je dois dire que aussi il y avait tellement de boulot dans l'élaboration de tout ça qu'on ne se marchait pas sur les pieds. Je veux dire, je me suis un peu accaparé l'ambiance de la ville de New York parce que ça me convenait bien, parce que je balançais des croquis très libres et très, très expédiés, mais là-dessus, qui présentait tout de suite une possibilité d'image jamais vue pour le New York, quoi. Et donc, quand je lui ai fait, par exemple, la grande image de l'astroport, que j'ai situé quasiment au pied de la Statue de la Liberté, en ayant vidé toute la vallée de l'Hudson River, eh bien, il m'a dit, ça, ce plan-là, tu le verras au cinéma. Et effectivement, ils l'ont mis exactement calé selon mon dessin, avec des maquettes et la navette spatiale qui part de l'astroport au pied de la Statue de la Liberté. On produisait très librement des croquis.
sur tel et tel sujet, d'accord avec le chef d'écho, Danvey, où un tel se lançait sur la grande pyramide du désert, enfin le temple du désert, Manhattan, la cité de l'espace, enfin le navire de l'espace, etc., etc., etc. Bon. Et donc, dans le panier que Besson avait au bras quand il faisait son marché des images le soir après le travail, ça, il disait, ça, je le prends, ça, on le verra sur l'écran, tel quel. D'autres fois, il disait, ça, non, c'est pas comme ça que c'est pas que je le veux, non, c'est pas ça. Il disait, c'est pas comme ça que je le sens. Voilà. Donc, on va retravailler ça parce qu'on, c'est pas comme ça que je le sens. Et puis d'autres fois, il disait, ça va bien, mais ça me va pas. Donc, ben, là aussi, il y avait aussi, par exemple, certains projets ont été travaillés à plusieurs. C'est sûr que j'ai eu la chance d'avoir des choses qui ont été prises directement brut de crayon feutre, c'est-à-dire j'ai pris le truc, il m'a dit ça, hop, ça y est, ça part à la production, comme le grand hall de Flushton Paradise, qui est l'espèce de casino avec les arcades, et là il était même parti d'une image d'un Valérian, d'une grande salle de casino de l'espace, on s'y retrouve, casino de l'espace sur les frontières, où il m'avait montré, il y avait une grande image que j'avais faite qui représentait avec des grandes baies qui donnaient sur le cosmos. Et ça, il me dit, toi, j'aime bien les grandes baies sur le cosmos, j'aimerais bien qu'on retrouve. Donc, ça, c'était le seul mot d'ordre, je crois, qu'on n'a jamais reçu de Besson en disant ça, cette salle-là, ce serait bien qu'il y ait des grandes baies derrière. Et donc, j'ai eu le plaisir d'aller à Londres au studio de Pinewood, pour marcher dans mes dessins, c'est-à-dire le grand studio gigantesque, le 007, qui est gigantesque, eh bien, le décor était entièrement construit là-dedans, avec le fait que ça s'arrêtait au niveau des grandes baies. Donc, il y avait tout le balcon du premier étage, les colonnes avec les chandeliers partout, etc., les grandes vasques d'eau avec les piscines qu'on voit à peine d'ailleurs dans le film, la salle de billard, etc. Et au-dessus, en matte painting, les baies qui donnaient dans le ciel. Et c'est là où quand Lilou arrive, elle fait « Waouh !» C'est quand même très, très éblouissant. C'est-à-dire que j'ai peu d'expérience de vivre longuement. C'est que je me suis baladé, mais vivre, c'est travailler aussi, hein, on est d'accord. Donc, que ça soit Londres, que ça soit Tokyo, que ça soit Singapour, que ça soit New York, San Francisco, Los Angeles, j'y ai traîné, je n'y ai jamais travaillé vraiment. Donc, ma vision, et c'est pas juste parce qu'en fait, je ne vois que forcément le côté plaisant, les contraintes de prendre le métro suburbain pour aller en banlieue de Tokyo tous les matins à 7 heures, je prenais pas à cette heure-là, quoi, voilà. Donc c'est vrai que non, c'est très difficile à dire. J'adore voyager, donc j'adore aller dans une ville étrangère, mais je n'en subis pas les pressions du commun des mortels, quoi. C'est vrai qu'une ville où on ne peut pas marcher, j'avoue que j'aime pas trop. Enfin, j'aime bien les grandes villes américaines, mais c'est vrai que Los Angeles est loin d'être ma favorite parce qu'il faut prendre ces putains de bagnoles et pour moi c'est l'esclavage absolu. Je ne suis pas du tout un amateur de voitures et je préfère de beaucoup prendre un bus, un tramway, un métro et découvrir la ville en bougeant très vite, plutôt que d'être le cul dans ma bagnole sur des autoroutes qui n'en finissent pas. Mais Paris a la chance extraordinaire de pouvoir être une ville où on peut beaucoup marcher. Et c'est vrai que ça soit de jour ou de nuit, marcher à la nuit dans Paris, des Champs-Élysées à ici, c'est formidable. Bon, c'est 1h30, si tu es en agréable compagnie, on cause et puis c'est tout. Et s'il ne fait pas un temps dégueulasse, c'est formidable. Ça lui arrive, oui. Valérian, mon Dieu, je me souviens pas qu'il ait des exploits. Attention, le problème de raconter une histoire quand un héros marche,
ça veut dire qu'il ne se passe pas grand-chose et que le défilement des images est assez lent. Dans Valérian, en 45 pages, en 50 pages, on raconte mais tellement d'histoires que c'est vrai que les personnages n'ont pas... Ils marchent, mais ils n'ont pas le temps de marcher longtemps. Parce que il faut changer d'espace-temps. Hein. Donc, et puis ils ont l'avantage, à côté du bureau de leur astronef du poste de conducteur, il y a un petit bouton rouge qui des fois je mets à droite, des fois je mets à gauche, je me trompe, je sais plus, j'oublie, c'est pas grave. Mais il appuie dessus et piouf, il saute dans l'espace-temps. Alors ça c'est déjà formidable.